Bonjour à tous, il est 14h02, on va démarrer ce webinaire. Je me présente, je suis Joanne Bouchu de l'agence d'urbanisme, en charge de la communication et de la valorisation. Je vais animer ce webinaire agence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce format déployé par l'agence d'urbanisme, c'est un format court de webinaire d'une durée de 30 minutes qui vise en fait à partager et à échanger autour de publications ou d'études menées par l'agence d'urbanisme avec ses partenaires. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'observation grand territoire et à une publication qui a été publiée par l'agence en décembre 2024 sur l'aire grenobloise. Vous avez pu constater que la publication est assez dense, hein. Vous avez reçu le lien dans l'invitation au webinaire. Donc, vous verrez, on a fait des choix. Voilà, l'idée de ce temps qui est assez court, puisqu'on est sur un webinaire de 30 minutes, c'est de vous donner un premier niveau de lecture de la publication. Et avec mes collègues Laure Pierson et Ludovic Morand, on a prévu une présentation d'une bonne quinzaine de minutes. Puis ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez questionner et échanger autour des résultats et des analyses qui sont rassemblées dans le document. Vous pouvez d'ores et déjà, au fil de la présentation, noter vos questions ou vos interrogations dans l'onglet Conversation de la visio. Et une dernière information pratique avant de démarrer, le webinaire est enregistré et ensuite disponible en replay sur le site internet de l'agence, aurg.fr. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Laure Pierson, qui est responsable de cadre. Bonjour, donc bienvenue dans ce webinaire. Juste pour vous rappeler que cette publication en fait s'inscrit dans un chantier qui s'appelle Observation Grand Territoire, qui est un chantier, de notre socle partenarial, donc qui est financé, par l'ensemble des partenaires et qui a destination aussi de servir l'ensemble de nos membres. Pour ce faire, il s'appuie en fait, il utilise, valorise, la richesse de notre système d'information, territorial et notamment des données quantitatives, adossées à l'expertise d'un certain nombre d'experts des thématiques que vous allez voir. Vous dire que c'est une démarche qui a pour objectif de merci de couper vos micros s'il vous plaît. C'est une démarche qui a pour objectif, en fait, de prendre du recul, de donner à voir, en fait, des éléments d'éclairage, des indicateurs à l'échelle des 11 EPCI pour, pouvoir, comparer, se comparer, et donner des éléments aussi de comment dire? Des indicateurs pour réfléchir sur des sujets qui concernent, en fait, l'ensemble des collectivités de cette échelle, de ce périmètre, pardon. Vous dire aussi, pour finir, que ce type de publication, c'est pas le seul mode de publi qu'on peut faire dans ce chantier grand observation grand territoire. Là, c'est la publi, voilà, multithématique que je laisserai, qui va vous être détaillée. Mais on réalise également des productions thématiques, comme par exemple des productions sur, les emplois télétravaillables en 2022 ou, sur, l'harmonisation des projections démo, via, Onfal en 2023 et que là, en ce moment, on est sur, un travail sur les données de santé, d'intégration des données de santé à cette échelle et de valorisation, probablement fin 2025, 2026. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je prends le relais du coup pour vous présenter cette publication. Donc ce focus sur l'ère grenobloise, c'est en réalité un second focus, c'est la réactualisation d'une première publication, qu'avait fait l'agence en 2020. Donc en fait, on a repris les mêmes indicateurs, la même batterie d'indicateurs et qu'on a simplement, remis au goût du jour, avec les nouvelles données. Ce focus sur l'aire grenobloise, vous dire aussi que c'est, issu à la base d'une démarche qui avait été menée au niveau national par la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme et par les intercommunalités de France. C'est une démarche qui remonte à 2016, qui s'appelait Observaglo et qui avait pour, objectif de comparer les grandes agglomérations françaises à partir d'un socle commun d'indicateurs. Donc là, c'est une démarche qui avait repris l'agence en 2020 à une échelle d'observation du coup plus large que la seule, agglomération, et qui portait du coup sur les 11 EPCI de l'aire grenobloise. Donc c'est une publication qui a une vocation, généraliste, hein. On n'est pas dans de l'ultra spécialisation ou, ni dans de l'exhaustivité, c'est plutôt l'idée de donner un panorama
avec des clés de compréhension des dynamiques qui sont présentes sur le territoire autour de 6 thématiques que vous voyez là: démographie, habitat, niveau de vie, emploi, santé et environnement. Donc environnement, c'est une thématique qu'on a rajoutée qui n'était pas présente en 2020 et qu'on a rajoutée en 2022. 2023, il y a eu quelques petites évolutions, des indicateurs qui ont été modifiés, notamment quand on avait à disposition des nouvelles sources de données, quand c'était pertinent. Des indicateurs qui ont été aussi abandonnés, il y en a 2, je crois, ça concernait 2 indicateurs qui étaient jugés plus suffisamment pertinents ou pas suffisamment explicites dans ce type de publication. Et puis, donc la thématique environnement où on a développé, quelques indicateurs, supplémentaires. Alors pour vous parler un petit peu de la structure du document, donc c'est le plus souvent des cartographies à l'échelle de Auvergne-Rhône-Alpes. On retrouve l'aire grenobloise sur le périmètre orange, voilà, plutôt sur l'est de cette cartographie. Et puis accompagné aussi d'une infographie ou d'une carte et qui donne plusieurs, niveaux de lecture qui permettent de situer les EPCI les unes par rapport aux autres et toujours aussi par rapport aux moyennes départementales, régionales ou nationales. Voilà, il y a aussi la moyenne, affichée, de l'aire grenobloise, en orange. Donc c'est une publication où il y a peu de texte, l'information elle est essentiellement, visuelle. On donne uniquement les clés de lecture pour guider la compréhension. Donc on retrouve en haut, une petite note de lecture avec quelques phrases sur ce qu'il faut retenir des tendances observées. En bas, ce qui est observé, donc là c'est plutôt sur le mode de construction de l'indicateur, donc qui donne à la fois la source, la période, le mode de calcul. Voilà. Alors, on va balayer, rapidement. Donc là, il y a 6 thématiques, une bonne trentaine d'indicateurs. Donc, je vais présenter, quelques cartes un peu pour vous donner le contenu de cette publication. Donc ici, dans la rubrique démographie, où on présente, 6 indicateurs. Ici, là, on retrouve par exemple une carte avec le taux d'évolution annuel moyen de la population. C'est une carte qui est à l'échelle régionale, encore une fois. En rose, les territoires qui perdent de la population. En clair, c'est ceux dont la population reste stable. Et en violet, les territoires dont la hausse de la population est plus ou moins marquée. Là, plus on va vers le violet foncé, plus la hausse est importante. Euh, donc on retrouve la carte à nouveau accompagnée d'un graphique qui présente le détail sur les 11 EPCI, plus leur situation par rapport aux 4 échelles de territoire, échelle départementale, régionale et nationale. Ce qu'on observe ici, c'est que comme beaucoup de territoires, on a un ralentissement de la croissance démographique. On a une croissance qui est très légèrement positive, mais malgré tout légèrement inférieure au rythme national et qui est aussi moins soutenue qu'au niveau départemental et régional. Si on regarde le détail, au niveau des EPCI, on retrouve cette tendance à l'infléchissement dans toutes les intercommunalités, excepté le Vercors et la Bièvre-Est par rapport à la publication de 2022. Hem, Ici, un second graphique qui décompose en fait l'évolution démographique là que j'ai présenté juste avant pour mettre en évidence sur quoi repose cette évolution. Donc, mettre un petit peu en visibilité, la composante de cette évolution. Donc elle repose sur le solde migratoire, c'est-à-dire la balance entre les arrivées et les départs sur le territoire, donc qui est positif si on se retrouve au-dessus de l'axe des abscisses, ou le solde naturel, donc c'est la différence entre les naissances et les décès, et qui est positif aussi si on se retrouve à droite de l'axe des ordonnées. Donc là, on voit que l'aire grenobloise, ça reste un territoire jeune avec plus de naissances que de décès. On a des courbes de naissance et de décès qui tendent à se rapprocher progressivement, mais qui ne se sont pas encore croisées. Donc le sol naturel reste le moteur de la croissance pour la plupart des EPCI. En revanche, la métropole enregistre plus de départs que d'arrivées, donc avec un solde migratoire négatif, qu'on retrouve aussi du coup à l'échelle de l'aire grenobloise. Hem, J'enchaîne sur la thématique habitat. Il y a huit indicateurs qui sont présentés dans cette section que vous retrouverez dans la publication. En résumé, si on devait dégager un petit peu les tendances, on a des observations qui mettent en évidence une accentuation plutôt des mécanismes de différenciation socio-spatiale qui étaient déjà à l'œuvre à travers, bah, voilà 4 points différents. Donc, d'une part, le renchérissement des prix, surtout en cœur de métropole et dans les secteurs, qui étaient déjà valorisés. C'est aussi le cas dans le massif du Vercors et les stations de ski de Loizan, qui sont entraînées un peu par le poids des résidences secondaires et par le tourisme. Au niveau de la construction, on avait observé une période de relance qui était assez importante, postérieure à la crise de 2008 et jusqu'à peu près à 2022.
qui avait concerné une grande partie des territoires où on observait cette reprise de la croissance et pas uniquement dans les villes, centres, à l'exception vraiment de PCI plus ruraux comme le Trièves, la Matésine ou le Cœur de Chartreuse et où on avait une dynamique de construction qui avait rejoint le rythme de construction, qu'on retrouvait au niveau national. Depuis 2022, on a un nouveau coup d'arrêt à la construction neuve, en raison d'un durcissement des conditions d'accès au crédit et puis aussi d'une augmentation, assez générale, des coûts de construction de l'ordre de plus 30 à plus 40. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui avec le nombre de mises en chantier qui est au plus bas depuis, 1986. Au niveau de la demande de logements sociaux, elle reste, très forte, elle est 4 fois supérieure aux attributions avec des différences marquées selon les territoires, mais qui est malgré tout, en dessous du niveau national, où là, la demande, elle est 6 fois supérieure aux attributions. Et puis le rythme d'évolution de la vacance, je vais vous présenter tout de suite une petite carte, à l'échelle, régionale, qui illustre du coup la part de logements vacants dans le parc de logements, global. Donc là, on a une discrétisation, par exemple, en 6 classes. Plus on est dans le bleu foncé, plus la part de logements vacants est importante. Et d'une manière générale, ce qu'on peut observer là sur cette carte, c'est que la vacance, elle est moins élevée dans les grandes villes et on observe aussi un contraste important, là vous le voyez, qui partage, assez bien la région en 2, entre l'ouest de la région, plus rural et cetera, des secteurs moins dynamiques, économiquement et l'est, où la vacance est moins importante. En revanche, si on regarde de plus près les évolutions sur le graphique que vous trouvez ici à droite, c'est qu'on voit que le rythme d'évolution de la vacance est plus soutenu dans l'aire grenobloise par rapport aux moyennes départementales, régionales ou même nationales et c'est particulièrement le cas dans la métropole. Heu, un petit changement de source à mentionner, là, c'est le petit, symbole que vous avez en bas à gauche là, nouvelle source. On est passé de données INSEE à des données, Lovac, donc qui permettent plus la comparaison, d'une publication à l'autre. En revanche, on est beaucoup plus précis sur l'indicateur où, la vacance est calculée cette fois-ci, enfin on arrive à isoler la vacance dite structurelle, c'est-à-dire les logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans par rapport à une vacance, plus, de type, frictionnel, c'est-à-dire, due un peu aux évolutions du marché quand il y a des travaux, changement de bail, ou succession, par exemple. Voilà, un indicateur présenté ici là, sur le niveau de vie. Et c'est une section où on présente, 6 indicateurs différents. Là, c'est une carte qui présente le revenu médian par unité de consommation, donc autour de 5 classes de revenus. Donc, revenu médian, je le rappelle, c'est, le revenu qui partage la population en 2. Il y a 50 qui disposent de plus, d'un certain seuil de revenus et 50 moins. Heu, ou donc c'est un barème qui est préconisé par l'OCDE et qui comprend, à la fois les revenus sociaux et les, déductions, qui sont faites des impôts. Sur le graphique à droite, on voit qu'on est sur des revenus globalement, supérieurs à la médiane française sur tous les EPCI, excepté en Oisan et en Matésine et on observe aussi une légère hausse de ce revenu médian, une évolution qui est inégale selon les territoires, hein, l'Oisan et la Matésine étaient par exemple au-dessus du revenu médian français, en 2020 et ce qu'on peut constater aussi par ailleurs, là, c'est qu'on a une hausse du taux de pauvreté, hein, qui apparaît pas sur ces cartes, mais on l'a, sur d'autres indicateurs là dans la publication. Donc une augmentation du taux de pauvreté. Taux de pauvreté, c'est les personnes qui touchent moins de 60 de ces revenus médians et ce qui montre que les revenus, des plus pauvres n'augmentent pas aussi vite que celui du reste de la population. Pour autant, si on regarde l'évolution du rapport interdécile, c'est-à-dire l'écart entre les 10 les plus pauvres et les 10 les plus riches, on a plutôt l'observation d'un léger tassement entre vraiment ces 2 extrêmes voilà, de revenus. Hem, J'en passe à la thématique, santé. Donc là, cette carte, elle vous présente un indicateur d'accès potentiel localisé qui s'appelle APL pardon, qui a été développé par la DREES et la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques et c'est le nombre moyen de consultations annuelles auprès d'un médecin généraliste dont un habitant peut bénéficier. C'est un indicateur qui prend en compte à la fois le niveau des médecins, donc qui qualifie la mesure de l'offre et la structure par âge de la population, donc plutôt une mesure de la demande qui met, les 2 en qui ra enfin, qui met les 2 en parallèle.
sachant que la demande n'est pas la même selon le niveau de vie. Donc ça moyennise un petit peu tout ça. Plus on est jeune, moins on a recours à un médecin, plus on est âgé, plus ces besoins sont importants. Ça permet de montrer des contrastes marqués au sein de l'aire grenobloise. Bon, il y a une meilleure couverture au sein de la métropole, mais aussi dans certains territoires comme l'Oisans ou le Vercors qui sont portés par, l'activité touristique et avec un déficit notable dans les territoires les plus ruraux ou montagnards. C'est ce qu'on voit, sur le graphique en bas à gauche, par exemple, le Trièves ou le Cœur de Chartreuse qui sont, moins dotés. On a cherché à regarder ensuite, comment est impacté ce nombre de consultations potentielles si on prend en compte uniquement les médecins âgés de moins de 62 ans, pour évaluer le besoin de renouvellement générationnel et qui met en évidence du coup des niveaux de tension sur l'offre qui peuvent être plus ou moins forts selon les territoires. Là, on voit par exemple que, Saint-Martin, Vercors, Isère Communauté est particulièrement exposé. L'indicateur était faible au départ, hein, vous le retrouvez à gauche, sur le graphique. Hem qui est, concerné par une baisse de cet indicateur de l'ordre de 24 si on exclut les médecins de plus de 62 ans qui seront du coup, bientôt à la retraite. Dernière thématique, abordée dans cette, publication, celle de l'environnement qu'on a développée. Là, c'est une création du coup, 2022-2023, où il y a six indicateurs qui sont présentés autour de 4 idées, que je vais, voilà, aborder brièvement. Donc d'un côté des atouts environnementaux, qui sont importants avec des continuités écologiques, des réservoirs de biodiversité, une couverture canopée aussi, des milieux malgré tout en tension sous l'effet des activités humaines et là on s'appuyait sur, l'état écologique des rivières et puis ici la carte que vous voyez à l'écran c'est, qui porte sur l'exposition à des nuisances et ici c'est un indicateur de coexposition air-bruit qui regarde, enfin voilà, qui fait un peu une composante de ces 2 types de nuisances et qui les spatialise sur une carte avec un classement des zones de 1 à 7. Donc, plus on est dans le rouge, plus, c'est l'exposition est forte et ce que ça montre, c'est que vous retrouvez dans le graphique là à droite, c'est que l'exposition elle est maximale sans beaucoup de surprises dans les zones les plus urbanisées par rapport à des zones rurales ou montagnardes et au sein de l'aire grenobloise, ça représente, notamment sur Grenoble-Alpes Métropole, voilà 71 de la population qui réside, dans des zones moyennement à hautement altérées, ce qui représente 52 de la population au niveau de l'aire grenobloise, donc c'est 426 000 personnes et si on zoome encore un peu plus sur les zones très dégradées à hautement dégradées, ça représente encore, 8 000 personnes directement exposées. Donc pour montrer un petit peu aussi derrière ça, les enjeux de santé publique que recouvrent ces 2 types de nuisances. Une dernière carte ici sur la consommation d'énergie finale dans le secteur résidentiel. Donc là, c'est uniquement, centré sur les usages domestiques. Donc c'est principalement sur les besoins de chauffage et de mobilité. Donc là, c'est des données de l'Observatoire régional climat air énergie, d'Auvergne. Et ce que ça montre, c'est, cette distribution inégale des consommations d'énergie selon les territoires, avec des niveaux de consommation qui s'élèvent à mesure que l'on s'éloigne de la ville-centre. Donc c'est pour ça qu'on retrouve, sur le graphique tout en bas à droite, Grenoble-Alpes Métropole, voilà, avec un certain niveau de consommation et dès qu'on se retrouve dans le périurbain, on va dire, on a des consommations qui sont de l'ordre, rapidement de plus 30 jusqu'à, pratiquement 2 fois et demi le niveau de consommation de Grenoble-Alpes Métropole dès qu'on est dans des territoires, montagneux, montagnards, type, Vercors et Oisans. Donc, là, il y a l'effet conjugué à la fois de l'éloignement, d'une offre de transport en commun qui se raréfie et du coup qui augmente la dépendance à la voiture. On a aussi des logements qui sont souvent, plus énergivores parce que c'est des logements déjà, individuels par rapport à du collectif. Les consommations d'énergie sont plus importantes et on a surtout une surreprésentation des grands logements. Voilà, des T4 et plus, du coup qui induisent aussi des niveaux de consommation, plus importants et dès qu'on se retrouve dans les milieux montagnards, bon, on a l'effet, climat et relief qui se surajoutent à tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là. On a fait un peu le j'ai balayé rapidement, quelques indicateurs que vous retrouverez dans la publication et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci, Ludovic. Effectivement,
On va passer à la phase, questions et réactions. Si vous avez déjà des questions de clarification, de compréhension sur, les indicateurs qui viennent de vous être présentés et également ceux qui sont, présents dans la publi, c'est le moment. Pour l'instant, je n'ai pas vu de questions-réactions dans l'onglet conversation. Donc après, si certains veulent, prendre la parole, il vous suffit juste de lever la main et on pourra vous la donner. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux autour des écrans, de différents territoires, différentes structures aussi. Donc allez-y. Voilà, vous pouvez aussi nous faire part de voilà ce qui faisait. Ah, voici, Monsieur Valta. Parfait. Je vous laisse prendre la parole alors pour votre question ou réaction. Oui, oui, le temps de brancher mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Bah, déjà, remercie pour le travail qui a été très, très rapidement survolé, mais qui est particulièrement intéressant. Moi, j'avais une première question sur le revenu médian moyen par territoire. Il est individuel ou il est par couple, ce revenu médian, ou en tout cas, je n'ai pas précisé. Et puis la deuxième question, elle était plutôt liée également sur j'ai plus le slide en tête, excusez-moi, je croquais la question, elle va me revenir. Oui, c'était sur le degré de nuisance. C'est vrai que c'était particulièrement intéressant, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir de quelle manière ça a été calculé, parce qu'effectivement, sur des territoires périurbains ou ruraux comme celui de Bièvre-Est, il m'a semblé qu'on était relativement impacté à 21%, me semble-t-il, de mémoire. Et d'un côté, on a des territoires très, très ruraux, par conséquent, ils sont très peu impactés, mais c'est vrai qu'on a l'autoroute qui traverse. Est-ce que c'est l'autoroute qui est impactant ou c'est les cœurs de ville? Mmh. OK, merci pour ces questions. Alors effectivement, sur le revenu médian, je l'ai dit, peut-être un peu trop rapidement, mais c'est fondé, enfin, il est rapporté à l'unité de consommation. Donc là, il y a un calcul qui est réalisé, en fait, qui permet, c'est-à-dire qu'un adulte seul vaut, je crois, une unité de consommation et en fait, à partir du moment où il y a un couple ou des enfants, il y a une pondération qui est effectuée pour essayer de rapporter le niveau de vie, à l'unité de consommation. Donc voilà, ça prend en compte la différence des situations, familiales. D'accord. Hem, sur le, concernant l'exposition à des nuisances, donc là, vous parliez de Bièvre-Est, ouais, 21. Alors là, la carte est peut-être un petit peu petite, alors déjà, c'est un indicateur qui est calculé, alors attendez, que je retrouve, c'est une compilation des résultats de l'observatoire, Air-Atmo et au niveau du bruit, il me semble que c'est ça aussi, il faudrait que je regarde dans les sources de données, mais qui regarde en fait enfin, quelle est la population qui est exposée directement, donc qui se trouve dans un environnement proche et là, je crois que si on regarde sur Bièvre-Est, on voit les traces de l'aéroport notamment. Il doit y avoir aussi l'autoroute et donc ça dépend un peu de quel, pourcentage de population est dans un périmètre proche de ces infrastructures et qui explique, sans doute ce 21. Oui, parce que c'est vrai que, alors après, ça dépend du périmètre des territoires. Si on compare Bièvre-Est et Bièvre-Isère, Bièvre-Isère semble moins impacté, alors que c'est lui qui a l'aéroport, par exemple. Mais c'est vrai que le territoire de Mmh. Bièvre-Isère est beaucoup plus important, ce qui fait que ça doit pondérer les mesures. Mmh. En tout cas, c'est ça, c'est basé sur des niveaux de mesure, du bruit et de la qualité de l'air, à proximité des habitations, quoi. D'accord. Merci. On peut donc poursuivre avec, d'autres questions ou réactions, s'il y a aussi des résultats qui vous surprennent, qui vous ont étonné?
On a encore un petit peu de temps, hein. On a dit que c'était un webinaire qui était court, mais on a du temps, on est là. Oui, Gérald Giraud, la maire de Saint-Martin-du-Riège. Moi, je me posais une question sur l'hétérogénéité des territoires, parce que bon, quand on raisonne au niveau du Grésivaudan, hein, Saint-Martin-du-Riège, on est dans le Grésivaudan, est-ce que c'est comparable le sud et le nord du Grésivaudan, que ce soit en termes de revenus moyens, en termes d'exposition aux risques, etc., enfin, aux nuisances et tout. Donc, du coup, on arrive à des territoires qui sont tellement hétérogènes que c'est complexe, que, du coup, à interpréter les résultats. Parce que non, Oui, bah, merci pour votre question. Alors, là, ce que vous posez, c'est vraiment la question des échelles d'observation où il y a toujours des choix à faire entre quelque chose qui est très fin au niveau des résultats ou quelque chose de plus englobant. Là, c'est vrai que le choix, enfin, toutes les données et tous les indicateurs sont calculés à l'EPCI. Ça veut dire qu'on moyennise un petit peu bah l'observation oui. à cette échelle-là et qu'on regarde pas plus finement. Après, c'est vrai qu'on pourrait descendre dans le détail, hein, au niveau communal ou même infra. Mais ça, c'est pas toujours possible. Là, c'est vraiment un choix qui a été fait, de pouvoir, plutôt, comprendre de manière un peu macro ce qui se joue en termes de dynamique Mm. sur le territoire et de comparer, des EPCI entre elles, plutôt que de regarder des niveaux plus fins, mais qui auraient demandé aussi, enfin, on aurait peut-être perdu aussi la dynamique d'ensemble. Voilà, c'est le choix qui a été fait en tout cas dans cette publication. Merci. Du coup, Ludovic, il y a Laurette Tourette du Pays Voironnais qui nous met un message là dans l'onglet conversation qui demande si on peut détailler les indicateurs santé. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots Revenir. sur ceux que tu as, qui effectivement ne faisaient pas l'objet de la présentation là en webinaire? Il me semble qu'il y a un troisième indicateur, c'est ça qui était Alors, il y a un proposé. troisième indicateur, ouais, tout à fait, c'était le nombre de spécialistes, de médecins spécialistes. Donc là, on retrouvait vraiment, alors je l'aurais pas à l'écran, mais je vais juste vous montrer à quoi ça peut ressembler. On a un indicateur de ce type-là avec, abscisse ordonnée, un plan où, du coup, on a, d'un côté, en ordonnée, le nombre de médecins spécialistes pour, 10 000 habitants, il me semble, ou 1 000 habitants, peut-être pour 1 000 habitants et de l'autre, c'est le nombre de médecins généralistes et ça permet comme ça de situer les territoires plus ou moins dotés en spécialistes et en généralistes et voilà, ça permet de répartir un peu les territoires et de voir un peu, et de tête comme ça, on retrouve effectivement, bah, plus de médecins spécialistes, hein, sur Grenoble-Alpes Métropole, certains territoires qui sont, bien dotés en généralistes et peu en spécialistes, plus ruraux et cetera et certains très ruraux et plus éloignés qui ont, un déficit, dans un cas comme dans l'autre. Donc, c'est le graphe qui est page 24 de la publication. Je vais vous le remettre dans l'onglet conversation. À ce stade, pour compléter la réponse de Ludovic, on est vraiment sur 3 indicateurs d'offre de soins, axés Mmh. vraiment sur l'offre santé et pas voilà, c'est vraiment le focus qu'on a dans la publication. Bonjour. Alors, Est-ce allez-y, que je vous vous en pouvez prie. ouais, Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les indicateurs emploi? C'est une rubrique qu'on n'a pas évoquée Oui, et tout à fait. notamment, j'avais un peu en tête qu'on était un territoire pas mal sur un emploi productif industriel et quand je lis rapidement la page qui fait la petite synthèse, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans les moyennes nationales ou régionales. Voilà, je veux bien un petit éclairage sur tout ça, s'il vous plaît. Au niveau de l'emploi, alors, oui. Hem, alors au niveau de l'emploi, on présente, il me semble, 6 indicateurs différents. On a à la fois des données sur l'emploi, enfin, voilà, c'est ça, les emplois, présentiels et productifs où, l'aire grenobloise, elle se rapproche, ouais, des moyennes, à la fois nationales, Auvergne-Rhône-Alpes et départementales. Donc là, on est sur des choses très, très proches. Après, on voit justement les différences un peu entre les EPCI. On a un indicateur d'évolution de l'emploi. On a, des indicateurs sur le rapport entre, voilà, les actifs occupés, rapport emploi actifs occupés et puis les niveaux d'interdépendance du marché du travail.
Hem, Là, on a quand même des choses assez classiques. Je pense qu'il faut retourner voir dans la dans la publication. J'aurais du mal à vous faire un résumé comme ça en direct, mais on a des choses assez contrastées effectivement, plus d'emplois productifs, dans la métropole, le Grésivaudan et le Voironnais, une concentration des cadres et des emplois stratégiques aussi au sein de la métropole et puis, quand même une bonne place aussi des emplois touristiques dans les territoires de montagne. Il me semblait qu'il y avait une personne qui avait levé la main aussi tout à l'heure et ben, voilà, allez-y du coup, Oui, bonjour, enchantée. Élise Antonucci de l'association Caracol. Je voulais revenir sur les slides concernant la vacance. Est-ce que vous avez identifié les propriétaires et les types de logements vacants sur Grenoble, justement? Quelle typologie de logement, plutôt privé ou public? Logement ancien, petite taille, voilà, un peu plus de détails Mmh. là-dessus. Alors pas du tout dans le cadre de cette publication où là on reste quand même sur, voilà, sur un niveau, régional et cetera avec des données, Lovac, hein, qui sont des données, d'actes notariés si je me trompe pas. En revanche, on a des collègues à l'agence qui ont fait enfin voilà, des études sur le sujet de manière peut-être plus précise, au niveau des territoires. D'accord, merci. et je vois qu'il y a Laurette qui vous a mis l'info sur le site de l'État, zéro logement vacant, qui donne beaucoup d'informations. On va conclure ce webinaire. On vous remercie pour votre présence et ces échanges. Pour tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route, sachez qu'effectivement le replay de ce temps de webinaire sera bientôt en ligne. Et également la publication est en ligne aussi sur notre site internet, dans l'onglet ressources notamment. Merci. Bonne suite d'après-midi. Au revoir.